Amis concitoyens éveillés, intelligents, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver. Voilà, ça fait maintenant quelques mois que nous enchaînons les formats d'émissions, bâtisseurs de l'ombre. Et puis, finalement, vous savez, je vous l'avais déjà dit il y a quelques semaines, les émissions des bâtisseurs de l'ombre, c'est un peu comme remplir une bibliothèque. Donc, à chaque fois, nous complétons un ouvrage pour que votre vision du monde soit de plus en plus fine et que vous compreniez de mieux en mieux quelles sont finalement les puissances, les forces qui animent le réel, qui, et on l'a bien compris depuis maintenant quelques mois, n'est pas du tout finalement construit sur des hasards, sur des opportunités. Non, manifestement, ce réel que nous vivons, que nous traversons, est sous-tendu par une organisation extrêmement efficace qui nous fait classiquement passer les vessies pour des lanternes. Alors dans ce cadre-là, nous avons rempli les rayons de la bibliothèque, et puis peut-être pour ceux qui sont les plus proches de nous, avez-vous remarqué que notre petite ambition, nos petits échanges ont amené quand même certains résultats dans le monde réel, justement. Les mises en examen s'enchaînent, les passages aux tribunaux ont l'air de s'enchaîner également. Donc peut-être que à notre petit niveau, sommes-nous des éveilleurs de conscience, et sachez que c'est au moins cela qui nous tient, et nous sommes extrêmement heureux de partager ces moments de connaissance avec vous, et nous allons continuer à le faire aujourd'hui. Et je suis très heureux de recevoir quelqu'un avec qui je suis lié d'une manière événementielle depuis pas mal de temps, parce que c'était en novembre 2020, un film est sorti qui s'appelait Hold Up. Et dans Hold Up, qui a été mon apparition personnelle sur le grand public, j'étais précédé dans l'intervention dans laquelle je dénonçais l'arrivée du numérique dans la sphère intime, et donc effectivement la naissance d'une société qui serait potentiellement totalitaire. J'étais précédé dans ce reportage de Pierre Barnerias par quelqu'un qui m'avait beaucoup marqué à l'époque, parce que son analyse était très très précise, et cette personne, c'est Valérie Bugeaud. Alors nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui, Valérie. Merci beaucoup, David, de m'avoir invité. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. C'était comme moi un premier échange tout à fait flamboyant entre nous, et on va se donner l'occasion finalement de fouiller un petit peu dans votre compétence. Oui, une partie. Et on va le faire avec un fidèle de l'émission, plus qu'un fidèle, un ami personnel maintenant, Michel Chanu, bonjour. Bonjour David, bonjour Valérie. C'est un plaisir d'être là aujourd'hui et de faire l'émission avec vous. Comme on disait, vous êtes comme chez vous ici. Je suis comme chez moi, oui. Je vais faire partie des murs. Et je crois que vous êtes assez content des soubresauts de l'actualité. On n'en parlera pas aujourd'hui, mais il se passe quand même des choses. Tout à fait. Je vois que vos notes sont toujours très très affûtées, c'est ça. Petit temps d'avance. Un petit temps d'avance. Des fois, c'est pas une bonne chose d'avoir toujours raison trop tôt. Des fois, c'est même handicapant d'avoir raison trop tôt. Alors, on parlait un petit peu de ce sujet, justement, avoir raison trop tôt. Vous, Valérie, depuis plusieurs années, vous avez essayé de comprendre le système dans lequel nous étions. Et on peut dire que vous aviez quelques années d'avance. Est-ce que vous pouvez nous tracer un petit peu cette découverte, et puis la découverte finalement de ce système qui agit derrière le rideau? C'est une longue histoire, c'est une histoire familiale, puisque tout commence avec la décrépitude de l'entreprise familiale qui appartenait à mon grand-père, et qui s'est passée dans des conditions absolument incompréhensibles pour moi à l'époque. J'étais très jeune. Mais bon, cette histoire a eu raison de la famille qui a explosé à la suite. Enfin, ça a été assez difficile. Et puis ensuite, j'ai mené mon propre parcours qui m'a ramené à toutes ces affaires-là, puisque dans le cadre de mes travaux de recherche de thèse, qui étaient quand même un peu liés à mon histoire familiale, puisque j'ai fait un travail sur l'entreprise, j'ai été amenée à être blacklistée, pas ostracisée, mais blacklistée en fait, du milieu universitaire, puisque j'ai soutenu ma thèse qui a duré quand même un certain nombre d'années, avec les meilleures mentions, mention très honorable, félicitations du jury, mention très honorable, félicitations du jury, et à la condition exclusive qu'il n'y ait pas de carrière universitaire à la clé. Donc,
ça voulait dire que je ne serais jamais cooptée pour avoir un poste qui me permette de développer auprès d'un public universitaire la théorie juridique de l'entreprise que j'avais élaborée à l'occasion de mes travaux de thèse. Donc ça a commencé comme ça, très fort. Et puis ensuite, j'ai eu l'occasion d'arriver dans le milieu de la fiscalité internationale, ce qui m'a permis de compléter le tableau que j'avais, puisque j'avais déjà bien compris comment les choses s'organisaient au niveau institutionnel en France autour de l'entreprise et quels étaient les rapports de force en jeu, etc. J'avais compris un certain nombre de choses, mais effectivement, la dimension internationale m'échappait en grande partie. Et là, tout d'un coup, en fait, toutes les pièces du puzzle se sont mises en place. Et bon, ça a été un peu un choc pour moi. Je me suis retrouvée quand même en opposition de valeurs très forte avec le milieu dans lequel j'évoluais. Ça n'a pas tenu d'ailleurs, ils s'en sont rendus compte assez vite. Et puis, tout s'est arrêté. Enfin, je n'ai jamais envisagé de carrière, du coup, en raison de ce cumul de phénomènes. Je n'ai pas pu avoir de carrière. J'ai commencé, là, on est à la fin des années 2000, donc arrivent les réseaux sociaux. Et en réalité, j'ai commencé à me développer comme ça, en bénéficiant de la liberté de parole qui était donnée par ce moyen-là, parce que mon milieu professionnel, qui aurait pu être un milieu professionnel d'origine, était extrêmement contrôlé. Je n'avais aucun moyen de percer le mur du silence, donc il fallait bien que je m'adresse à un public plus large, et jusqu'à l'arrivée des réseaux sociaux, c'était pas tellement possible. D'autant plus que le contrôle c'est pas seulement le contrôle médiatique qui était en jeu, c'est aussi le contrôle de la diffusion de la pensée. De votre pensée, la pensée que vous aviez. Non, mais au niveau universitaire, c'est-à-dire les éditeurs spécialisés étaient fermés pour moi. Donc c'était assez compliqué, mais j'ai bénéficié de l'arrivée de ces réseaux sociaux qui, au départ, j'étais assez timide quand même. Et puis petit à petit, j'ai pris un peu confiance en moi, jusqu'en 2014 où j'ai coordonné les élections européennes pour l'UPR. Suite à ça, j'ai quitté l'UPR en refusant le poste de secrétariat général qu'Asselineau me proposait, en ayant à peu près compris comment fonctionnait un parti politique. Un parti, du reste, loin d'être le pire de tous, c'était un parti quand même relativement populaire, mais je dirais qu'un parti est un parti. Et c'est ça qui m'a amené un peu à commencer à savoir comment m'adresser au public, à avoir un discours peut-être un peu moins technique, un peu plus généraliste. Donc, suite à ça, l'année d'après, j'ai commencé à écrire toute ma série de décryptage du système économique global que j'ai fait, qui a été édité par le Séqueur francophone, qui est un excellent site que je vous recommande. Et c'est comme ça qu'en fait toute l'aventure a commencé. Et puis ensuite, j'ai enchaîné les bouquins les uns après les autres. J'en suis aujourd'hui au 6e. Je dois vous l'avouer, en fait, avant de vous rencontrer, donc on a parlé des circonstances, on ne s'était pas croisés sur le plateau de Hold Up, c'était le montage astucieux de Pierre qui fait que nous sommes en collision, et donc là, je m'intéresse un peu à votre mode de pensée, et je dois vous l'avouer, vous êtes la première à mettre des mots sur des sensations que j'avais, et vous parlez en particulier, et on y reviendra sans doute un petit peu plus tard dans l'émission, parce qu'on a d'autres sujets liés justement à ce parcours en fait de parti politique et donc de parlementarisme. C'est là-dessus que je voulais vous interroger. Mais vous êtes la première à mon oreille à parler de société liquide. Et comme j'étais confronté à la montée extrêmement efficace de la supply chain, vous savez que moi je suis breton, et donc en fait l'industrie agroalimentaire bretonne est la spécialiste quasi mondiale de la supply chain, et quand vous avez parlé de société liquide, j'ai parfaitement compris ce que vous signifiez là-dessus, avec la transformation finalement d'un socle, qu'on pourrait dire un socle de valeur, qui allait jusque une liquéfaction de l'attitude de l'individu et qui pouvait amener à un contrôle total de l'individu considéré comme une marchandise. Alors je ne sais pas si je me trompe, si je n'ai pas bien compris à l'époque le sens de votre pensée, mais je dois vous avouer que ça a été pour moi fondamental
parce qu'à partir de là, évidemment, j'ai commencé à comprendre les ressorts qui amenaient à cette liquéfaction. Alors, de mémoire, je n'ai pas parlé de liquéfaction ni de société liquide, mais en effet, j'ai insisté sur le fait suivant, c'est qu'en réalité, alors que les valeurs et les richesses étaient physiques, jusqu'à un certain temps, elles ont eu tendance à se transférer sur la valorisation de flux. Et ça, c'est le modèle qui a été développé juridiquement par le contrôle des monnaies. C'est la circulation du fait que la monnaie a comme caractéristique d'être un bien fongible. C'est le seul bien qui a une fongibilité absolue, qui est une fongibilité absolue. C'est-à-dire qu'une pièce même l'argent matériel, c'est-à-dire que même un billet ou une pièce n'est pas appropriable. C'est-à-dire que c'est la valeur qui transite. C'est vous donnez un billet de 10 €, vous récupérez un billet de 10 €, c'est pas celui de départ, mais ça n'a pas d'importance. Et en réalité, les banquiers ont eu l'habitude de développer leur pouvoir sur des flux de façon à faire disparaître un peu les richesses sous-jacentes. Voilà. Et donc, on est arrivé à une société, effectivement, de valorisation des flux. Et maintenant, avec les données dématérialisées, c'est devenu la norme, quasiment. Donc, effectivement, on a changé de modèle sociétal. On est passé d'une société, je dirais... d'ailleurs, ça va très bien avec le transfert du sédentarisme vers le nomadisme. Exactement. C'est-à-dire que la valeur des richesses matérielles, c'est le sédentarisme, et la valorisation des flux, c'est quand même quelque chose qui ressemble au nomadisme. Et ce nomadisme, c'est pas un nomadisme général, c'est-à-dire que ça n'a pas de rapport avec le nomadisme des gens qui vivent dans le désert, par exemple. C'est un nomadisme plutôt maritime, dans lequel on joue. En fait, c'est un jeu sur les transits de marchandises, les flux de marchandises, les flux de tout ce qu'on veut. En fait, c'est toute une organisation sociale qui s'est bâtie autour de ces principes-là. Voilà. Le point important, parce que là, tout de suite, en fait, on aborde le sujet que je voulais voir avec vous. Quand on parle de flux et de flux maritimes notamment, il faut bien se positionner autour du Nil. Et vous considérez que le modèle anglais a une importance considérable dans toute cette histoire. Historiquement, oui, parce que c'est lui qui a été à l'origine, en fait, du modèle institutionnel et économique qui s'est développé autour de la Compagnie des Indes britanniques. Voilà. Oui, c'est la Compagnie des Indes britanniques qui a inauguré le partenariat public-privé dont on nous rebat les oreilles aujourd'hui de façon éternelle pour cacher le fait que le public est en train de disparaître au profit du privé, en fait. Et donc là, quand on aborde ce sujet, on aborde énormément de choses quand on est dans la Compagnie des Indes. Oui, parce qu'on aborde la privatisation des gains et la nationalisation des pertes en particulier. Et donc on aborde la disparition de la liberté, on aborde le sujet esclavagiste, on aborde beaucoup de choses en abordant ces thèmes-là. La notion de production, et donc la production à moindre coût. Et donc, oui, on aborde la notion de captation, en fait, de la puissance de travail par certaines entités juridiques, anonymes. Oui, parce que vous jouez aussi sur l'idée qu'il y a la personne morale, on va dire, la société. Et d'ailleurs, personne morale est un terme plutôt mal choisi. En l'occurrence, mais oui, personnalité juridique des personnes, des sociétés, des entreprises. Oui, parce qu'en fait, vous voulez dire que ça n'a rien de moral. Rien de moral. En fait, ils ont dit moral en opposition, ça a été choisi moral en opposition à physique, mais en réalité, ça ne recoupe aucune valeur morale. Bien sûr, si la moralité se retrouvait dans le commerce essentiellement, ça se saurait. Mais surtout, en particulier, le commerce devenu affaires, parce que vous savez, il y a le commerce d'un côté, puis les affaires de l'autre. C'est pas tout à fait des concepts synonymes. Il y a une notion d'affairisme qui n'est pas nécessairement inhérente au terme commerce au départ. Oui, jusque en fait une dévalorisation des producteurs. Absolument. Et je me retourne vers Michel. La dévalorisation du producteur, c'est un sujet agricole. En oui, fait, tout à fait. Oui. Le monde agricole, ou du moins le producteur agricole, est complètement rentré dans cette logique finalement de spoliation de sa valeur pour basculer dans une financiarisation. C'est cela. Et pas que le producteur français, c'est le producteur mondial. Qu'il se trouve, quels que soient les systèmes,
les producteurs se font tous damer le pion par les marchands. C'est le secteur marchand, c'est le secteur financier en fait qui capte le revenu du producteur. C'est pas spécialement français, hein, on a ça partout dans le monde, partout. C'est le modèle qui s'est développé, oui, qui est en train de subvertir tout ce qui a fait le socle de ce qu'on a appelé la civilisation européenne, occidentale européenne. Datez cela à une période tout à fait précise, on parle des années 1215 je crois, et vous parlez donc de la Magna Carta, hein, c'est ça. Vous pouvez nous en dire plus de cette Alors moi Magna Carta? je remonte plutôt aux Lumières parce que je suis partie de France, donc pour moi le système a basculé à partir du moment où la France a vraiment concrètement, ses institutions ont basculé dans ce système d'origine britannique. Et ça, c'est à partir du moment où on rentre dans le parlementarisme, et donc ça, c'est après la Révolution française. Mais en effet, l'origine du système parlementaire se trouve dans la Magna Carta, puisque c'est le Parlement, l'ancêtre du Parlement, c'est le Conseil des barons. Et le Conseil des barons, c'est la révolte des grands féodaux contre le roi d'Angleterre, qui à l'époque était le représentant de l'intérêt général. Donc c'est une dissociation d'intérêt privé contre l'intérêt qui représentait l'intérêt général. Donc on est bien en plutocratie, là. On est bien dans la captation du pouvoir par des agents qui défendent leur intérêt privé, leur intérêt de caste. Mais l'aristocratie, dans ce cadre-là, elle a une responsabilité, parce que dans cette période... Alors à l'époque, on ne parlait pas de financiarisation, ça c'est clair et net, on était plutôt dans le règne de l'épée, et effectivement, on n'est pas tout à fait dans le contexte actuel. Mais ce modèle-là s'est transformé avec la financiarisation au moment de la Compagnie des Indes britanniques, ouais. Au moment où tout l'argent a afflué vers la Grande-Bretagne en provenance de Hollande et des différents endroits précédents. Et donc, effectivement, le système en place s'est adapté aux nouvelles contraintes de besoins financiers pour développer en fait les grandes épopées maritimes, hein, et puis pour commercer avec toutes les richesses qui étaient rapatriées des terres nouvellement découvertes. Donc l'un dans l'autre, cette plutocratie d'épée s'est transformée en plutocratie réelle, c'est-à-dire en pouvoir donné aux marchands, enfin ceux qui captent l'argent. Et de marchands, on est rapidement arrivé aux banquiers, parce qu'il n'y a pas de marchand sans banquier en fait. Les compagnies des Indes, c'est essentiel. C'est la fusion entre l'État et les intérêts généraux et les intérêts privés, mais en mettant l'intérêt général au service des intérêts privés. La faillite de la Compagnie des Indes en France engrainer en fait tout un mouvement qui ira sans doute jusque la Révolution. Et vous savez qu'il y a un moment historique assez particulier. Il y a un homme qui a une influence considérable qu'on appelle Julius Frey. Alors il est peu présent finalement dans les livres d'histoire, même s'il a une importance considérable. Mais justement, et lui, pour ça. Il se marie avec, je crois que c'est la fille du directeur de la Compagnie des Indes de l'époque. Et en fait, ce qu'il se trouve, c'est qu'il y a une dot considérable. Et ce qui va se passer, c'est que le peuple ou les observateurs vont penser à une spoliation par cet agent de direction vers Julius Frey. Et évidemment, s'il y a spoliation, il y a explication de la liquéfaction et de la disparition de la Compagnie des Indes, de son dépôt de bilan en fait. Mais le Julius Frey en question est le neveu de quelqu'un qui est extrêmement important, qui s'appelle Jacob Frank. Et Jacob Frank, en fait, est le messie représenté comme tel des Juifs. Et enfin, auto-représenté. Auto-représenté. Une partie des Juifs n'avait pas accepté quand même. À l'époque, il était contesté, si je me souviens bien. Ils sont très très divisés. En fait, vous savez que l'un des points importants de c'est une sorte de secte qui s'est développée. Oui, qui s'est développée au cœur, avec une notion importante et surtout une présence dans cette période-là de Jacob Frank, dont le neveu est Julius Frey. Donc l'héritier de la Compagnie des Indes françaises. Je l'ignorais, vous m'apprenez, c'est très intéressant. Et il est positionné au niveau des montagnards.
Donc en fait, on le retrouve très proche, peut-être conseil, de Robespierre. Voyez-vous ? Et donc en fait, là, on a une espèce de mélange de genres qui est assez considérable. Et surtout, le lien avec une place forte financière qui est Francfort-sur-le-Main. Alors, je dois intervenir parce que à partir de, sous Louis XIV a utilisé en place financière, non pas Francfort, mais la Suisse, puisqu'il faisait transiter les richesses qu'il se réservait à titre personnel pour les faire échapper justement à l'impôt et pour les libérer de toute contrainte réglementaire en faisant transiter ça par la Suisse. Donc c'est Louis XIV qui a développé la place financière que nous connaissons aujourd'hui, enfin que c'est en train de disparaître, mais qui pendant longtemps était un paradis fiscal. C'était le paradis fiscal. Paradis fiscal suisse. Bon, il ne l'est plus depuis 2009 puisqu'il a été, le système anglo-saxon a mis la main sur ce paradis fiscal qui était quand même contrôlé par l'État lui-même. Et oui, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Dans cette notion. Et là, en fait, on enchaîne toujours cette notion de poupée russe dans notre émission. Donc, on a Francfort. Donc, vous parlez effectivement des Russes, mais on a effectivement les tenants de la financiarisation de la société. Et parmi, en fait, les tenants de cette financiarisation, il y a une famille peu connue également, qui est la famille Bethmann. Et la famille Bethmann, en fait, c'est celle qui invente la banque d'affaires, parce qu'elle contracte en fait des dettes avec, les souverains qui, à cette époque-là, sont en conflit les uns avec les autres. Et en fait, elle va spreader, ce qu'on appelle spreader la dette, avec d'autres personnalités qui rachètent la dette et qui, en fait, va essayer de la valoriser aux débiteurs. Donc, en fait, c'est le principe de la banque d'affaires. Et les Bethmann, ils sont très importants, parce qu'en fait, ils viennent s'installer à Bordeaux. Et à Bordeaux, c'est un peu eux qui vont lancer le commerce du vin. Et ils sont originaires de Francfort-sur-le-Main ? De Francfort-sur-le-Main, dans l'environnement que nous avons décrit. Et donc en fait là on se retrouve avec la mise en place d'une scène, quasi une scène de théâtre qui va avoir des conséquences tout à fait considérables dans le monde dans lequel nous vivons. Et évidemment, ils s'installent à Bordeaux. Et quand on est à Bordeaux... On est en quelle année, là ? Nous sommes au XVIIIe siècle, en fait. D'accord. Et peut-être même un petit peu avant, XVIIe. Et ils vont commencer à lancer le commerce et le transport maritime des éléments. Et donc, évidemment, le transport maritime va nous amener dans l'exploitation de la manœuvre ouvrière la moins disante possible. Et dans cette manœuvre ouvrière, il va y avoir la manœuvre irlandaise, parce que si nous comprenons le système, nous avons donc des Anglais qui, dans cette période-là, alors on est plutôt en 1600 et quelques, vont perturber l'Irlande. Et les premiers travailleurs des cannes à sucre, notamment à la Barbade, sont des Irlandais. Alors ce ne sont pas des esclaves, c'est plutôt considéré comme des domestiques, en fait, ils ont des droits un petit peu plus conséquents, mais c'est une manœuvre de soumission. De soumission, ouais, exactement. Et évidemment, se joue une compétition, qui est une compétition de type commercial, et pour répondre en fait à cette exploitation d'une main-d'œuvre qui est vraiment un exode de population, donc en fait tout ça se joue par l'intermédiaire de crises, et nous allons avoir des contradicteurs commerciaux, et ces contradicteurs commerciaux vont aller chercher la main-d'œuvre dans les pays africains. Et donc évidemment là nous basculons dans la notion d'exploitation de l'esclavage. Voilà. Et donc effectivement, une logique qui est une logique vraiment liée à cette financiarisation. Et souvent, ce que je me dis, c'est que cette période ne peut se développer que sous couvert d'un accord du clergé, parce que le clergé est quand même assez présent, assez puissant, et donc ne peut s'accoutumer que s'il y a une légitimation de l'action, c'est-à-dire si le clergé légitimise. Mais est-ce qu'il a légitimisé officiellement, ou est-ce qu'il n'a pas pu faire autrement que d'accepter ce qu'on lui imposait ?
C'est une vraie question, hein, posée sans doute, mais arrive là en fait une notion parfois débattue qui est cette fameuse malédiction de Cham, qui est, vous savez, le fils de Noé, qui voit son père ivre, et en fait, une malédiction vient sur ses épaules, et Cham est chassé. Et comme Cham, en fait, est celui qui aurait colonisé, d'une certaine manière, l'Afrique, ou le bassin africain, comment la malédiction de Cham est de dire, compte tenu de l'erreur que tu as faite de voir ton père ivre, tu seras amené à servir tes frères. Et donc, en fait, ça pourrait garantir un positionnement tout à fait légitime, lié en fait à une position morale qui serait d'exploiter en fait. Position morale discutable. Complètement discutable, exactement. Donc, l'importance de cette Compagnie des Indes à plusieurs niveaux. Et là, comment je vais vous interroger, parce que dans la Compagnie des Indes, nous avions ce dirigeant, dont j'ai oublié le nom, hein, je suis un peu désolé, mais nous avions aussi d'autres protagonistes. Et parmi ces protagonistes, on va retrouver donc un certain Guillaume Sabatier. Et ce Guillaume Sabatier, par effet de conséquence, va être aussi à l'origine de la création de la Banque de France. Et donc, voilà, on a donc... oui, alors là, on est parti dans la Compagnie des Indes française, alors que moi, ce que j'ai développé comme idée, c'est que le modèle de l'organisation économique globale que nous connaissons aujourd'hui, mondiale, et la transformation des États vient du modèle de la Compagnie des Indes britanniques. Mais bien sûr. Mais bon, les deux sont un peu bien entendu. Mais allez-y, hein, parce que les deux sont très liés. C'est-à-dire, oui, les deux sont liés. Pourquoi ? Parce que effectivement, à partir du moment où l'Angleterre s'est imposée comme un grand pays commerçant, que les États européens étaient en concurrence de type impérialiste pour à qui mieux aurait le plus de richesses, et personne ne pouvait rester à la traîne, et donc les compagnies des Indes ont commencé à fleurir partout. Mais à ceci près que la Compagnie des Indes française référait quand même toujours au roi de France, alors que la Compagnie des Indes britanniques en fait était fusionnée. Les intérêts communs étaient intimement fusionnés avec les intérêts privés de ceux qui géraient la compagnie. Donc il y a une petite nuance de structure qui explique la grosse différence entre les deux, et qui explique surtout le basculement de nos institutions et de notre État vers ce qui est étranger à nous, puisque nous n'avons pas connu toute cette histoire de Compagnie des Indes sur le modèle exactement britannique. La Compagnie des Indes britannique, elle se transportait n'importe où dans le monde, elle avait autant de pouvoir que le roi d'Angleterre. Alors que la Compagnie des Indes française devait référer au roi de France. Et elle pouvait être sanctionnée, et les gens pouvaient être sanctionnés. Alors que ce n'était pas le cas, c'était vraiment la Compagnie des Indes britanniques, c'est la force publique mise au service des intérêts particuliers de ceux qui géraient la Compagnie des Indes, ce qui n'était pas le cas en France. Donc la nuance paraît ténue, mais en réalité, elle explique tout le basculement du monde que nous sommes en train de connaître aujourd'hui sur ce modèle-là. Donc des choses qui paraissent pas essentielles à l'époque, puisque effectivement il était quand même question de commerce et de concurrence plus ou moins loyale. Mais en réalité, moi, je parle d'organisation institutionnelle, et de ce point de vue-là, la différence est de taille. Dans ces notions apparaissent donc l'anonymat. Vous en parlez souvent. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur cette notion ? En fait, c'est le modèle, ce qu'on appelle aujourd'hui le capitalisme. Hein. C'est un modèle qui aurait pu prendre une autre forme. Et du reste, ce qu'on appelait le capitalisme rénan, c'était pas tout à fait le capitalisme qui s'est développé, qu'on connaît aujourd'hui, de type strictement accapareur. Et ce capitalisme accapareur s'est développé sur la nécessité, effectivement, de protéger les avoirs de ceux qui finançaient les grandes épopées. Enfin, tout ça s'est développé au même moment. C'était une sorte de chaudron de lequel a émergé plein de structures adaptées, si je puis dire. Notamment, on en a parlé tout à l'heure, tout ce qui est assurance, hein, oui, bien sûr, dans les conditions qu'on connaît aujourd'hui. Mais effectivement, l'anonymat est né dans ce contexte historique et ce contexte de commerce. Mais l'anonymat n'a fait que se renforcer. Et ce qui était... les sociétés sont nées comme étant des sociétés anonymes, des sociétés de capitaux, mais aujourd'hui, on en est au secret des affaires. Donc,
c'est quasiment le secret d'État transposé dans le grand commerce. Donc, effectivement, cette structure de capitalisme accapareur ne se conçoit que dans un contexte d'anonymat et donc d'irresponsabilité, puisque l'anonymat en soi n'est rien. Ce qui est important, c'est que, comme il existe, on ne peut plus attraire en responsabilité les gens qui sont à l'origine des décisions. Et c'est ça qui est très grave et qui a généré, encore une fois, on parlait de liquéfaction tout à l'heure, mais là, il est bien question de liquéfaction de toutes les valeurs qui ont fait que l'Occident s'était structuré en civilisation. Et quand on aborde ça, on aborde le sujet. Alors on a parlé des compagnies d'assurance, juste une question historique. Ça, je pense que vous êtes plus calé que moi là. Je vais vous ouvrir une petite parenthèse. En fait, la première compagnie d'assurance, elle est fondée à Bordeaux, autour non pas des familles traditionnelles que l'on connaît, les Gradis, les Gabarus et autres. Elle est formée autour de Welsh de Serran. Et en fait, ce sont les Irlandais marchands, en fait, positionnés à Bordeaux. Et ils perdent des navires en mer. Oui. Et en fait, donc, pour protéger ces navires en mer, en fait, ils créent la première compagnie d'assurance. Mais ce qui est notable, c'est que le Welsh de Serran qu'on retrouve à Bordeaux était également celui que nous retrouvions à Morlaix, c'est-à-dire en Bretagne. Et à Morlaix, en Bretagne, et à côté de chez vous, Michel, en Normandie, nous avions d'autres familles. Parmi ces familles, on avait la famille de Courcy, et on avait donc la proximité de la famille Goyon. Et la famille Goyon va donner la famille de Gurcuf, et quand on a de Courcy et de Gurcuf, on a les AGF, les Assurances Générales de France. Donc en fait, le modèle qui nous transperce n'est pas récent. En fait, il y a un continuum. Bien sûr. Et ce continuum, c'est celui que nous réussissons finalement à reconstruire en tirant cette colonne de laine. Et donc, effectivement, ce que nous connaissons, ce que je disais en introduction, dans notre présent, est lié à une explication extrêmement lointaine. Ce que vous avez, absolument. Lié à un contexte historique particulier qui s'est développé autour du grand commerce maritime et pour lequel les institutions britanniques ont été adaptées, y compris d'un point de vue juridique. Là, je vais me retourner vers Michel, parce que dans cette notion du capitalisme, il y a une autre notion qui est importante, et c'est la notion de spoliation. Oui. En fait, cette notion où on vient voler les biens, de ceux qui ont investi, eu un peu de succès, puis à un moment, d'une manière ou d'une autre, on vient les spolier, et ça permet le développement. Et là, Michel, je sais que vous en avez à dire, tant historiquement qu'au niveau de la situation Alors, actuelle. Oui, puis il y a aussi il y a une époque qui a beaucoup compté, c'est l'époque des croisades. Oui. Surtout avec le clergé, parce que la papauté est devenue dépendante des marchands pour financer les croisades. Le fameux pape d'origine espagnole, Borgia, était très dépendant de la famille des Médicis pour financer les croisades. Donc, si je puis me permettre, les croisades ont été lancées non pas sur forcément la question idéologique, religieuse qui nous a été servie, mais également pour réouvrir les routes de la soie qui avaient été fermées par l'islam glorieux. C'est ça. Et donc, Rome dépendait des commerçants qui eux-mêmes n'étaient plus approvisionnés. C'est ça. Donc les croisades ont peut-être été à l'origine aussi une histoire de commerce. Et ça, c'est intéressant de le... C'est ça, oui. Ouais. C'est justement ça. Et effectivement, il y a eu une corruption par le secteur marchand de la papauté. Ils étaient tributaires des marchands pour financer les opérations croisées. Et puis, tout ça a énormément enrichi la famille des Médicis. Et puis, quand on remonte, on s'aperçoit, on parlait des tribunaux de commerce, de la justice commerciale. C'est Michel de l'Hospital. Michel de l'Hospital, il est mis en place grâce à Catherine de Médicis, qui va recommander Michel de l'Hospital comme chancelier à ses fils. Tout d'abord François II et Charles IX. On est en 1500, à cette époque-là, 1560, 1563. Puisque l'origine des tribunaux de commerce, c'est 1563. Et là, c'est le riche marchand qui va gérer les litiges commerciaux. C'est déjà le marchand qui rentre dans des fonctions régaliennes. C'est une justice de classe, oui, de caste. Oui. On sort déjà de l'intérêt commun là pour basculer déjà un petit peu dans l'intérêt et là, commercial. On bascule en France d'un système féodal à un système seigneurial.
où là, on va avoir... commercial, je veux dire. Féodal, système féodal, vers le système seigneurial, où le marchand va exercer de plus en plus de fonctions régaliennes. Le seigneur, c'est dans le système féodal, en fait. Oui, mais là, il va être allié au clergé. Là, le marchand est allié au clergé. Bien sûr. Oui. Sur la phase pré-révolutionnaire et autres, on a le clergé qui est à côté, des nobles, hein, et des riches marchands. Et là, on va avoir une époque qui va être aussi très, très importante. C'est l'époque... À cette époque-là, les nobles ont une interdiction de faire du commerce. Oui, mais concernant la bourgeoisie et le clergé vont être très proches. Oui, c'est et là, ça. Il va y avoir... La bourgeoisie s'est alliée avec le clergé contre la noblesse. C'est ça. C'est exact. Et là, il va y avoir une guerre intestine entre le clergé et effectivement tout le secteur marchand, et c'est le secteur marchand qui va l'emporter. Toute l'époque pré-révolutionnaire, qu'est-ce qu'on va faire ? On va importer des méthodes d'Angleterre. Je prends le cas de l'agriculture. On importe des méthodes agronomiques d'Angleterre pour développer la production des paysans français, hein, et tout ça pour enrichir le bourgeois qui, lui, au moment de la vente des biens de l'Église, de la fameuse nationalisation des biens du clergé par la République, la bourgeoisie c'est ces bourgeois qui vont acquérir les terres. Oui, bien sûr. Les paysans vont se trouver dépossédés. Oui, ils se sont enrichis, et en fait, c'est enrichi au moment... Oui, en fait, ils ont argué de liberté pour, en réalité, instituer la liberté du commerce. C'est bien d'accord. C'est complètement larvé. C'est une subversion du terme liberté, puisqu'ils en parlaient pour tous, mais en réalité, il s'agissait bien de liberté du commerce. C'est larvé, et puis d'un autre côté, les Anglais sont à la manœuvre. Parce que William Pitt, le Premier ministre anglais, ne supporte plus la concurrence de la France sur le commerce international. Parce que le roi a tout compris du commerce international. Et c'est là où on va mener une guerre complètement larvée et secrète en France, hein, avec toutes les sociétés secrètes, hein, différentes francs-maçonneries. Et on va s'apercevoir qu'en fait, les deux camps sont gangrénés. Autant le camp républicain, autant le camp de la chouannerie et même de la royauté, tout est noyauté. Par les intérêts britanniques. Par les intérêts britanniques. Et l'argent britannique. Ils arrosent les deux camps. Oui, l'argent. Hein, et eux, ils vont souffler sur les braises. Hein, la révolution n'a jamais été une révolution du peuple, la révolution française. Bien sûr, c'est la première révolution colorée de tous les temps. C'est ça. Ce qui précède, c'est la glorieuse révolution anglaise. Oui, absolument. Et en fait, donc, Cromwell a la glorieuse révolution, c'est le transfert de l'or de Hollande vers la City, vers l'empire naissant britannique. Oui, vous dites que la puissance financière qui se retrouvait au Portugal se retrouve en Hollande par le jeu de la discussion religieuse. Et ensuite transférée en Angleterre. En Angleterre, il y a le roi catholique qui est mis de côté, qui va venir en France. Hein, Jacques Ier donc se retrouve en France. Et effectivement, autour de ça, il y a des infiltrations. Et on parle de la naissance de l'Invisible College, par exemple, qui donnera la Royal Societies, et l'expérimentation faite par les Anglais de nouvelles méthodes. Et donc cette nouvelle méthode... De subversion, vous voulez dire ? On va dire que toujours porté par ce qui deviendra plus tard les Lumières, hein, mais là on a des penseurs comme Boyle par exemple, hein, qui est le cofondateur de l'Invisible College. Donc Robert Boyle, il a son père qui s'appelle Richard Boyle, et Richard Boyle en fait poussé par un grand notable anglais qui défendait le roi catholique, hein, Charles II à l'époque, va être également l'administrateur de l'Irlande. Et l'Irlande va être le terrain des expérimentations anglaises. Et quand je parle de Richard Boyle va être l'homme le plus puissant et le plus riche de son époque. Pourquoi ? Parce qu'il va spolier les biens irlandais dans le sud de l'Irlande. Et autour de cela, ils vont expérimenter des méthodes que l'on connaît bien, liées à Adam Smith, par exemple, un petit peu plus tard. Donc Adam Smith va faire le laisser-faire, hein, le marché. Hein, et donc, en fait, la main invisible. La main invisible du marché. Qui est dotée d'une matraque.
Exactement. Et puis de l'autre côté, il y a Malthus, en fait, avec le contrôle des populations. Et l'Irlande, en fait, est un endroit sur lequel la bourgeoisie anglaise, on va dire l'aristocratie anglaise, fait ce travail d'expérimentation, jusqu'à pousser finalement, alors on pourrait penser que c'est un hasard de l'histoire, mais c'est l'arrivée du mildiou sur une monoculture. Pommes de terre. Les pommes de terre, exactement. Ce qui déclenche, à l'orée du début du 19e siècle, en fait, une famine considérable. Oui, tout à fait. Et donc là, nous avons un exode de population très marqué. Donc les Irlandais vont en fait partir dans le monde entier, ils vont vraiment s'implanter dans le monde entier. Et l'un des films qui parle le mieux de ça, c'est le film de Scorsese, Gang of New York, en fait, où vous retrouvez la communauté irlandaise. Et cette communauté irlandaise, elle a une caractéristique principale, c'est que dans cette logique de mondialisation des échanges, elle a une relation particulière avec un élément de notre culture qui est l'alcool, en fait le whisky. Et donc, autour de ça, on arrive dans cette notion où nous avons des concepts voulus par une philosophie, la philosophie de la Royal Society, voyez-vous, qui se diffuse dans un terrain d'expérimentation en le perturbant. Et cet élément perturbateur va coloniser, en fait, le monde entier avec sa culture. Et cette culture positionnée par l'arrivée de la pauvreté dans les masses populaires va être conjuguée par l'idée d'un expédient, et cet expédient de libération ou de compensation, c'est l'alcool. Et quand on a l'alcool, évidemment, on arrive à ce qui était également très très inscrit dans la Compagnie des Indes, parce que la Compagnie des Indes, c'est le commerce aussi des épices, le commerce du thé notamment, mais entre les épices et le thé, il y a une autre matière qui est l'opium. Oui. Et donc en fait, on voit bien que dans... Aussitôt ils ont commencé à commercer l'opium. Vous parliez des Templiers, il est assez probable que les Templiers, en fait, dans l'ouverture et la découverte de l'Orient, alors je ne pourrais pas dire qu'ils refont connaissance avec les matières psychotropes, mais les matières psychotropes, en fait, les amènent avec la relation possible avec les communautés soufis de l'époque à atteindre des niveaux de conscience qui sont des niveaux de conscience tout à fait extraordinaires pour des hommes qui cherchent la relation avec les divinités. Et donc s'inscrit là, en fait, une notion de commerce, et dans la notion de commerce, la notion de toutes les marchandises, et entre toutes les marchandises qui deviendront illicites. Et donc en fait, le contrôle ou le non-contrôle des matières illicites est intimement lié au développement du modèle commercial. Oui, je suis d'accord. Oui. Ce qui va pousser Jacques Attali, notre grand prospectiviste, celui qui l'ouvre encore ces dernières semaines sur le rôle considérable de l'IA, de l'intelligence artificielle. Le héros du globalisme. Ouais, le héros du globalisme. H-E accent aigu. Oui, on voit bien. Donc, ce messager c'est ça, le messager, du globalisme. Voilà. Et ce messager nous envoyant des missives et des lettres, a établi le fait que dans nos sociétés soi-disant matures et évoluées, l'économie parallèle, et donc l'économie marchande parallèle, donc celle qui échappe à l'impôt, parce que c'est ça le sujet, pourrait représenter dans les futures années 40% du PIB. Le capitalisme s'est inspiré de la criminalité, en fait. De la piraterie, plus précisément. De la piraterie et de l'économie criminelle. Ils se sont inspirés de ça. Oui, mais du système pirate, oui. Il y a une interpénétration très, très importante. Vous voulez y aller sur ce sujet? Non, mais c'est juste une aparté. Il y a des gens qui sont beaucoup plus qualifiés que moi. J'en connais pour parler de ça. Je vous les présenterai si vous voulez. Mais effectivement, j'ai déjà entendu ce discours et qui est très éclairant. Je trouve. Welch de Serran, dont on a parlé comme étant le fondateur de la première compagnie d'assurance sans doute au monde, est un pirate, connu pour des opérations de piraterie. Et donc évidemment, la piraterie, c'est de la spoliation du bien d'autrui et la déstabilisation du modèle principal. Et donc après, le développement de gains tout à fait considérables, parce qu'on échappe au prix de la production,
taxation, on échappe aussi par le à marché l'impôt. noir à l'impôt, et donc en fait on détruit la position commune, oui. commune. Voilà. Alors ça, je sais que vous êtes très sensible à cette notion de position commune. Bah oui, parce que c'est le fait de vivre en société, c'est ça. Et donc vous dites, le droit... Le droit a été subjugué par tous ces phénomènes que nous venons de décrire. Le droit, au sens où il était chargé d'organiser la vie en commun, a disparu au profit de la réglementation, qui est en fait des règles conjoncturelles d'utilité pour une caste particulière d'individus, en l'occurrence la plutocratie au pouvoir. Donc oui, le droit a été instrumentalisé, mais en fait, quand on dit instrumentalisé, on ne parle pas de droit, parce que les règles de droit naturel ne peuvent pas être instrumentalisées. Le droit ne peut être instrumentalisé qu'à partir du moment où on est dans le positivisme exacerbé, c'est-à-dire dans la réglementation, et non plus dans le droit. Donc il y a tout un travail à faire sur la terminologie, et également retrouver le sens initial des choses, qui permettrait de retrouver un sens réel à l'état de droit. Parce qu'on parle d'état de droit, mais dans des conditions où il n'y a plus d'état et plus de droit. Donc c'est difficile ensuite de communiquer avec nos concitoyens sur des sujets qu'on évoque et qui n'existent déjà plus, depuis longtemps. Et oui, bien sûr, parce qu'en fait... Donc il y a toute une sémantique à réinvestir, et il y a tout un sens profond des choses à retrouver. Dans les choses, dans les noms, dans les terminologies, dans les institutions et dans tout, quoi. Donc une séparation marquée entre le droit que vous associez au droit naturel. Il y a un droit naturel. Il n'y a pas de droit sans qu'il soit adossé à des règles de droit naturel. Et les règles de droit naturel se distinguent de la loi naturelle. La loi naturelle nous échappe, en partie. Mais en revanche, dans des conditions données à une époque déterminée, nous avons accès à une partie de cette loi naturelle. Et les conditions dans lesquelles nous y avons accès, en fonction de l'état de nos connaissances, peut inscrire un droit naturel. Et ce droit naturel, il est intangible, il est variable, mais dans des très très faibles proportions. Il est variable en fonction de l'avancée de nos connaissances, et c'est tout. Mais ce droit-là est l'architecture, la colonne vertébrale qui permet de construire le corps social. Et le corps social ne se construit que parce que cette colonne vertébrale est stable. Si elle n'existe pas, on ne peut pas parler de droit. Et donc, à partir du moment où vous transformez le droit sous l'impulsion du positivisme exacerbé en règles, c'est-à-dire règles qui sont finalement modifiables en fonction des intérêts historiques des uns ou des autres, en fonction de la conjoncture également, on ne peut plus parler de droit. À ce moment-là, il faudrait, pour être honnête, parler de réglementation. Et nous, on est en plein dans ça. Mais le droit, il en restait encore quelques... Même la Révolution n'avait pas fini de détruire ce système de droit, puisque le Code civil était le grand représentant de toute cette forme de pensée fondée sur des grands principes. Or, aujourd'hui, tout ça est en train d'être liquidé définitivement, puisqu'on parle de liquide justement, de liquéfaction, est en train d'être complètement subverti au profit d'une réglementation outrancière, sans limite. Qui protège des intérêts, c'est ça mais qui protège à un moment donné des intérêts particuliers, mais qui ne protège pas l'intérêt commun et qui n'est pas là pour assurer le vivre ensemble, en fait. Oui, c'est ça. Donc ça ne permet pas de créer une civilisation. Nous sommes en train de déconstruire ce que la civilisation occidentale avait construit en 2000 ans d'histoire. Donc là, nous sommes en train de tout déconstruire pierre à pierre. Et c'est intéressant de considérer que, effectivement, ça passe par les notions de subversion, notamment de droit. Et je ne suis pas la seule à dire ça, puisque ça s'est... Enfin, si, en France, oui, je suis la seule, mais au niveau international, les Russes se sont plaints que les règles aient été maintenant transformées au profit que le droit a été transformé au profit de règles. Mais c'est parce que ce problème s'est posé d'abord chez nous qu'il a pu se poser ailleurs, puisque c'est nous qui avions... C'est la civilisation occidentale, une fois de plus, qui a été à l'origine du développement de ce droit et du développement d'un contexte qui permettait à une collectivité de se développer. Donc vous dites bien que l'état de droit n'existe plus. L'état de droit n'existe plus, et il ne s'impose certainement pas dans des États où les États n'existent plus par eux-mêmes non plus, puisque tout est soumis à des intérêts de caste, puisque nous vivons dans des plutocraties grâce
à l'implémentation partout dans le monde du parlementarisme dit représentatif fondé sur les partis politiques. Les partis politiques, je le répète, ce sont les clubs. Le modèle des partis politiques, c'est les clubs britanniques. C'est l'entre-soi, c'est le règne de l'argent et c'est les petites affaires en sous-main. C'est l'affairisme, en fait, c'est le règne de l'affairisme. Oui, bien sûr, sûr. Dans lequel, en fait, la victime est celui qui... Celui qui croit que c'est vrai. Exactement. Celui qui croit en l'apparence, en fait. Et vous, Valérie, vous ne vous contentez pas d'analyser les choses passées, vous avez aussi une projection possible dans... Ça coule de source, en fait. Quand vous avez analysé ce problème-là, la solution s'impose. Enfin, ça devient facile de la trouver. Et c'est l'objet de mon dernier ouvrage qui s'appelle « La véritable alternative au Great Reset », c'est-à-dire un retour vers des fondamentaux qui permettent de reconstruire des États dans lesquels les habitants sont personnellement intégrés et personnellement acteurs. En fait, chacun reprend un rôle efficient dans la gestion de sa vie privée, de sa vie quotidienne et de la vie de sa famille, de sa commune, de la vie en commun, de la vie collective. Donc vous l'appelez révolu droit Révolu droit, oui, j'aurais pu l'appeler évolu droit, mais c'est renouveau et évolution du droit. Voilà, c'est pas révolution, parce que vous savez, quand on fait une révolution, on vient au point de départ. Donc c'est pas l'idée. L'idée, c'est un renouveau et une évolution. Voilà. Et comment envisagez-vous l'amorce, c'est-à-dire le début de cette inflexion? Comment va-t-on faire ou comment peut-on faire pour commencer à engager cette réflexion que je sais profonde chez vous pour sortir de la situation dans laquelle on est? Là, j'ai envie de vous répondre en reprenant un roman de fantaisie d'enfant que j'ai lu. Il y a deux réponses à la question. Il y a la réponse du poète et la réponse technique. La réponse du poète, c'est de dire que moi, j'ai élaboré... le travail que j'ai fait élabore les règles pertinentes pour sortir de l'ornière en l'état actuel de la situation. Mais pour que ce soit réalisable dans la réalité, je pense qu'il n'y a pas d'autre solution que de passer d'abord par un effondrement complet, de façon à ce que les gens reprennent le sens du réel, en fait. Parce que nous vivons dans des sociétés complètement déconnectées de la vérité historique des rapports de force, tellement déconnectées de ça, que pour l'instant, c'est des sujets qui ne parlent pas aux gens, parce qu'ils ne se sentent pas concernés, en fait. Et encore aujourd'hui, alors que les choses commencent à aller de plus en plus mal, les gens ne se sentent pas investis, concernés par le fait que nous avons besoin d'un renouveau. Donc je pense que, et j'en suis désolée, tout ça va passer par une remise à zéro. Je ne suis absolument pas collapsologue, mais je pense qu'on ne peut pas faire un État sans les gens. Et que pour que les gens soient investis, il faut qu'ils en soient convaincus. Et ils n'en seront jamais convaincus avant d'avoir reçu de sérieuses semonces. Donc en fait, oui, il faut passer par un point bas que vous considérez que nous n'avons pas encore atteint. Par contre, vous dites aussi on est en bonne voie quand même. Le système, par son dérèglement et par sa folie, est en train de s'écrouler par lui-même. Absolument, ça j'en suis convaincue. Oui, on est en phase d'effondrement ultime parce que, vous savez, les gens qui arrivent au pouvoir, qui sont de moins en moins compétents, n'ont même plus les forces pour tenir autant de gens ensemble. En fait, ils n'ont plus la capacité de le faire. Et à partir de ce moment-là, malheureusement, tout le monde va en souffrir. Mais en souffrant, ils vont constater que c'est vrai, que ceux qui sont à la tête du pouvoir n'ont pas la capacité à le tenir. Donc ça va remettre un peu les pendules à l'heure et ça va réinvestir chaque individu dans son rôle à la fois individuel et collectif. Parce que, à force de croire en son rôle individuel, on renonce au rôle collectif. Et sans rôle collectif, on n'a plus de capacité individuelle à agir sur soi. Donc, c'est un cercle vicieux. Et ce cercle-là, il doit se faire. J'en suis désolée. J'aurais bien aimé. Tous les travaux que j'ai faits, c'est dans l'idée, au départ, de me dire que je pourrais peut-être éviter ça en diffusant la connaissance. Mais j'ai acquis la sagesse de dire que non. Je pense que chacun doit expérimenter
Chaque personne doit expérimenter la réalité avant de pouvoir en tenir compte. C'est assez évident que l'un des éléments, Michel, qui nous intéresse beaucoup, parce qu'on a cru que c'était aussi une solution, c'est le mutualisme. Mais dans le mutualisme, il y a l'idée de la perte de souveraineté de l'individu. Le mutualisme est souvent dévoyé. Moi, je crois beaucoup aujourd'hui en la société civile. Je pense que la société civile, elle a un pouvoir. Elle l'a toujours eu, mais aujourd'hui, elle ne l'use pas. C'est ça. Elle n'y croit même plus en son pouvoir. Le politique, de toute façon, n'est qu'une interface. C'est le facilitateur des... Oui, mais il est interface voulue par cette société civile. Oui, mais... On a les politiques qu'on mérite, en fait. Tout ce qui est la charrette économique, elle est tirée par des philosophes, par des penseurs, par des journalistes, par des banquiers. Par des escrocs. Par des escrocs, c'est eux qui tirent la charrette. C'est eux qui tirent la charrette et c'est eux qui choisissent en fait qui proposent les politiques, parce que les politiques sont proposées par ces gens-là, sont validées par le peuple qui n'y connaît rien. Ils sont proposés par les partis politiques, plus précisément. Voilà, mais c'est la population, elle, qui n'a pas toutes les données, naturellement, elle va valider ce qu'on lui présente devant l'écran. Parce qu'elle n'a pas beaucoup de choix au final, les partis. Non, mais surtout parce qu'elle ne comprend pas en fait la logique du système profonde du système dans lequel nous vivons. Seuls les gens qui se sont confrontés au plafond de verre du pouvoir, qui ont été confrontés pour une raison ou pour une autre dans leur histoire, le comprennent. Mais il y a encore une énorme partie des gens qui n'a jamais été confrontés à ça, et donc pour eux, ça leur paraît surréaliste. Tant qu'ils ne l'auront pas expérimenté majoritairement, on ne pourra pas changer l'état du délabrement politique. Et le point des partis politiques, même si c'est pas le sujet de l'émission, il est considérable, parce qu'en fait, on imagine mal que, on n'imagine pas du tout que finalement celui qui est le leader du parti, il est payé par le parti. Donc d'où vient cet argent? Comment est-il payé? Et a-t-il intérêt à perdre cette manne qui lui permet de durer longtemps et puis finalement de vivre bien sur la bête? Michel, là, vous connaissez bien. Sans responsabilité, notons-le bien. Et sans aucune responsabilité. Je voudrais insister, je me permets de vous couper parce que ça me semble important, sur le fait que l'irresponsabilité économique a généré l'irresponsabilité politique. Et ça, c'est très important. Parce que, à partir du moment où vous avez les décideurs réels qui n'engagent absolument pas leurs responsabilités, ils font porter le poids des responsabilités sur les décideurs apparents. Et les décideurs apparents, ce sont les hommes politiques, on est bien d'accord. Donc, ces décideurs politiques, tous ces candidats à la politique qui n'est pas de la politique, mais bon, tel que les gens le comprennent actuellement, n'accepteraient pas de jouer ce rôle d'interface s'ils devaient endosser réellement, ils veulent bien endosser une responsabilité politique dans laquelle ils ne jouent que leur siège, oui, bien sûr, mais ils n'accepteront jamais d'endosser une responsabilité pénale ou institutionnelle autre que limitée à la politique, comme les détenteurs de capitaux limitent leurs responsabilités par la société anonyme, sur des sujets sur lesquels ils n'ont jamais rien décidé, puisqu'ils ne sont que les porte-voix finalement. Donc il faut bien comprendre que c'est l'irresponsabilité économique qui génère l'irresponsabilité politique. Tout ça pour permettre à ces paravents d'exister, puisque jamais personne ne serait candidat sinon au poste politique. Bien sûr. Si on devait les attraire en justice et les mettre en prison, chaque fois qu'une décision ne marche pas. Donc il faut bien comprendre ça, c'est très 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 important. Et oui, bien sûr, on voit bien que c'est le pivot de la déjà méconnaissance, incompréhension, et puis finalement une espèce d'entre-deux où comment nos ambitions démocratiques ne sont pas pourvues de résultats en fait. Si ces gens-là étaient les garants du bien vivre ensemble de la population, de l'intérêt commun, il y a longtemps que ça saurait. Oui, bien sûr. Depuis le temps que ça dure. Non, mais on comprend bien maintenant que la plupart des gens qui sont au poste de responsabilité au niveau national sont des gens qui ont quand même des sacrées casseroles, même d'un point de vue pénal. C'est presque un mode de recrutement. Donc on comprend bien que dans ces conditions, il y a un dérèglement quelque part. Le dérèglement vient à l'origine de l'anonymat et de l'irresponsabilité des décideurs réels, qui sont les décideurs économiques. Donc c'est l'anonymat des capitaux, maintenant cumulé au secret des affaires, puisqu'il s'est étendu de façon considérable très récemment, il faut quand même le dire, qui génère cette dissolution morale absolument
incroyable, irrépressible, que nous connaissons dans nos sociétés, avec un grand S au sens politique du terme. Au sens politique du terme. Le bracelet électronique est en train de supplanter la Légion d'honneur. On le voit de jour en jour. Bientôt, ça va devenir une valeur financière. Hein. Et oui. Ils vont se battre pour en avoir un. Ouais, c'est malheureux. C'est regrettable pour la population. Ceci étant dit, je voulais aussi faire une petite précision, c'est que l'irresponsabilité des uns, l'irresponsabilité totale des uns va avec la responsabilité qui dépasse toute mesure des autres. C'est-à-dire que plus les uns sont irresponsables, plus on demande de transparence et on fait endosser de responsabilités à des gens qui n'ont aucun moyen de les endosser puisqu'ils n'ont pas pris des décisions et n'ont pas les moyens réels de prendre des décisions. Donc plus on exonère certaines parties de la société de toute responsabilité, plus l'immense majorité de la société est accablée par tout type de responsabilité, en particulier bureaucratique, fiscale, paperassière, pénale, enfin tout type de responsabilité. Donc en fait, c'est les vases communicants. Plus moins vous avez de responsabilités sur les uns, plus vous en avez sur les autres. Et en particulier, on demande maintenant une transparence totale dans les cuisines, les chambres à coucher des gens, alors que effectivement, ce qui se passe à la tête de l'État multinational n'intéresse personne. Et oui, exactement. Donc c'est quand même très corrélé. Je veux dire que ce sont vraiment des vases communicants. Oui, donc en fait, quand il y a vase communicant, il y a système, et il y a volonté de conserver ce système, et bien donc en fait même de le pérenniser. Oui, bien sûr. Absolument. Bien sûr. Et donc comment nous approchons de la fin de l'émission. Donc vous avez parlé du point bas. On a dit que le système, par sa folie et par son avidité à générer des gains, des profits, est en train de perdre la tête. Oui, qu'est-ce qui pourrait être Dieu rend fou ce qu'il veut perdre. Oui, ce serait une belle... Ce serait à positionner sur les frontons des mairies. Mais c'est historique. Quel pourrait être le caillou, le rocher qui amènerait une chute du système? Conjoncturellement, j'ai envie de vous répondre, j'aurais peut-être pas dit ça il y a quelques semaines, mais j'ai quand même envie de vous répondre que c'est le repositionnement des États-Unis d'Amérique autour d'un précaré qu'ils veulent consolider. Donc c'est la recomposition d'un pouvoir américain qui soit consolidé, y compris dans ses frontières et y compris dans ses zones d'approvisionnement commercial, qui risque de faire basculer les choses chez nous. D'accord. Et qui, à mon avis, qui est le déclencheur pour que tout bascule chez nous. Alors nous, on sait avec Michel, puisqu'on a travaillé sur le sujet, que Trump est un mafieux, mais Trump est peut-être la mafia à papa, pendant que la jeune mafia des jeunes délurés est complètement partie dans la démesure ou la folie, c'est ça? C'est ça, oui. Ouais, bon, c'est un nationaliste, Trump. Hein. Mais voilà, bon, c'est assez inquiétant le profil de l'homme quand même. Ouais, le profil de l'homme est inquiétant. Vous avez parlé. Je pense que l'homme ne compte pas. Oui. C'est les forces qui sont derrière lui qui comptent. Les propos. On polarise toujours, à mon avis, à contre-courant, enfin, de façon complètement erronée, tous les sujets sur un homme qui, tout d'un coup, cristallise toutes les... providentiel. Aucun État n'est dirigé par un homme seul. Hein. Ça n'existe pas. Hein. Donc, ce qui compte, c'est ce que cet homme représente, quelle force intérieure il représente. Or, il représente, à mon avis, des forces intérieures qui sont très puissamment isolationnistes, dans le sens où ils veulent consolider leur position et se débarrasser de tout le reste. Et nous, on fait partie de tout le reste en Europe. C'est clair. Parce qu'ils se sont un peu dilués dans tous les pays du monde. Maintenant, c'est plus la voie à suivre. Ils vont consolider leur pouvoir et ils vont certainement s'en sortir beaucoup mieux que nous, puisque nous, on va être les effets collatéraux désagréables du fait que nous restons dans cette phase de soumission alors que le maître se désintéresse de nos soumissions. Donc en fait, on ne va plus rester que dans les mains des véritables mafias, en fait. Oui, c'est ça le grand risque, en fait. C'est toute la partie
patriotique et qui tenait encore à un certain sens commun qui va disparaître au profit de l'éclatement dans de multiples intérêts individuels. Et les mafias, elles sont coalisées pour certains sujets, et puis sur d'autres, elles sont très en concurrence. Donc ça risque d'être un effondrement comme de mémoire d'homme, on n'a jamais connu en Europe. Ouais, vous voulez dire que dans la décrépitude du système, ce qui peut encore servir de colonne vertébrale, ce sera les sociétés organisées, et donc dans ces sociétés organisées, le crime organisé, et donc... Mais qui en lui-même est un ennemi pour le crime organisé d'à côté. Donc en réalité, on est condamné en tant que société politique. Voilà. Ah ouais, ça c'est le... Ah bah je le pense. Moi, c'est mon intime conviction. On verra bien, hein, l'histoire si l'histoire me donne raison ou pas. Mais condamné à court terme, après on rebondira. Mais une fois de plus, on ne peut pas rebondir tant qu'on n'a pas touché le fond. Donc c'est un passage obligatoire, obligé, qui sera très dur, très malheureux. Mais malheureusement, on ne résout pas 300 ans d'inaction par un réveil en 2 jours. Hein. Ça, c'est juste pas possible. Et puis les racines du mal sont trop profondes. Je veux dire que ce système commercialiste accapareur a des racines très profondes dans l'organisation de nos sociétés. Donc il faut repartir de zéro. En fait. Donc en fait, ce que vous voulez dire, c'est que ce système a vampirisé l'individu, il l'a déraciné, absolument. Il l'a rendu dépendant. Dépendant, même mentalement. Je veux dire qu'il n'y a plus de capacité de raisonnement autonome chez la plupart de nos concitoyens. Et en particulier, de plus en plus, surtout chez ceux qui ont fait des longues études. Hein. C'est les pires, c'est les plus touchés par le phénomène de désincarnation. Voilà. Oui, c'est ça. Ouais, c'est exactement une désincarnation. Je pense que c'est à peu près le mot qui correspond le plus à ma pensée. Ça veut dire que l'individu, en fait, sera amené à se réincarner, c'est-à-dire reprendre possession de son quotidien, reprendre possession du goût de son travail, par exemple. C'est ça, exactement. C'est comme ça que vous envisagez comment le passage et l'arrivée donc, dans une évolution et un retour du droit, quoi. Oui, donc, un retour du droit et de la collectivité, en fait, un retour du commun, de la société, du vivre ensemble. Ouais, du vivre ensemble, en fait, je pense qu'on pourrait dire. Ouais, on est peut-être devenu une société, finalement, intellectualisée, presque virtuelle, et en fait, on a besoin de revenir à la société de la main, quoi, la société de la fabrication et du sens. Mais ça Parce que nous sommes encore des corps physiques, on ne sommes pas complètement éthérés. Et oui, bien sûr. Et là, on voit bien aussi un élément qui s'oppose dans nos sociétés actuellement, c'est l'avènement de cette virtualisation totale qui est l'IA, l'intelligence artificielle. Oui, mais alors encore une fois, transfert. Oui, mais il ne faut pas trop fantasmer sur l'IA. Je veux dire que l'IA, c'est un outil. L'outil, c'est comme les réseaux sociaux. Maintenant, on dit pique-pente des réseaux sociaux, mais typiquement, ce que je représente de pensée autonome n'aurait jamais pu se manifester s'il n'y avait pas eu ça. Donc, il y a toujours, quand on a un outil, on peut l'utiliser pour le bien ou pour le mal. Si on laisse l'outil dans les mains de nos adversaires exclusivement, c'est sûr que ça ne va pas nous rendre service. Mais si on investit aussi l'IA pour des choses qui nous semblent valables, à ce moment-là, on devient pertinent. Vous voyez ce que je veux dire ? Et l'idée, c'est surtout pas de se désinvestir des outils modernes, parce que là, on va perdre complètement pied dans l'histoire de l'humanité. De l'humanité, bien sûr. On va disparaître complètement de l'histoire. Bien sûr. Parce que ce que nous, on ne fait pas, d'autres le font. Bien sûr. Donc l'idée, c'est plutôt d'intégrer de la pluralité et de garantir, ce qui me semble le plus dangereux dans l'IA, en fait, c'est la perte de contact avec la source. Je dirais qu'indépendamment de l'IA, l'histoire a tellement été falsifiée que c'est déjà vrai aujourd'hui. Simplement, ça nous met plus violemment devant l'événement. Mais l'IA est développée par des intelligences humaines, hein, rappelons-le. Donc, en fait, elle ne fait que accélérer une tendance que nous avions développée sans machine. Autour de ça, j'ai un autre sujet, parce que l'IA aujourd'hui, c'est le positionnement de l'État avec un investissement annoncé par Macron de 109 milliards. Qui ne vient pas de France, hein, parce que, je ne vois pas, avec l'étendue de nos déficits, je ne sais pas trop où est-ce qu'il pourrait aller chercher tous ces... à part en mettant toutes les entreprises en faillite, mais ça, c'est en cours, ça ne suffira pas.
Et oui, bien sûr. Et donc, ces 109 milliards posent la question qui est sûrement traitée dans vos analyses. C'est 109 milliards, soit effectivement d'arrivée, comment dire, d'investissements étrangers ou externalisés. Les joies de la globalisation, c'est ça, oui. Ou la dette. Et comment la dette, la dette, avec ou sans, on est déjà dans l'emprise de la dette, que 109 milliards ou de plus ou de moins, finalement, ça, au point où on en est, cette dette n'est pas remboursable. Donc il faudra tuer tous les habitants pour la rembourser. Donc soit ils s'orientent dans cette direction, ce qui n'est pas non plus complètement exclu, soit il va bien falloir à un moment renoncer au remboursement. Vous savez que dans l'Antiquité, il y avait des jubilés. La dette, oui, parce que sinon la société n'est pas tenable. La libération de l'esclave. Hein, oui, en même temps, c'est lié à ça, oui, puisque la dette a toujours été liée à l'esclavagisme. Donc, je pense que de toute façon, les choses se progressant comme elles progressent, l'État se dissolvant de lui-même. Pour moi, cette dette, c'est presque plus un sujet parce qu'elle ne sera absolument pas remboursable. Ouais. Mais je pense que plutôt, ils sont en train de vendre tout par appartement aux meilleurs preneurs. Enfin, c'est de la vente à l'encan, en fait. Hein. On est dans une vaste braderie de ce qui reste de nos patrimoines, y compris d'ailleurs foncier. Hein. D'ailleurs, on en parlait avec l'agriculture. Effectivement, avec la financiarisation des terres agricoles, c'est sûr que ça va échapper aux citoyens de base. Ça va se concentrer dans des mains étrangères. C'est ce qu'on voit, ce qui s'est passé d'ailleurs en Ukraine. Hein. Bien sûr. Michel, nous allons, et Valérie, nous allons conclure l'émission. Michel, peut-être sur la base de cette conclusion, vous considérez que cette dette est un élément qui va amener la spoliation des biens privés, la spoliation de l'épargne. Peut-être que je peux vous lancer sur la conclusion. Bien sûr, oui. Et puis, des pays comme le nôtre qui vont devenir des pays moribonds, de toute façon, naturellement, la vente de nos biens va être ouverte à des pays émergents comme la Chine et autres qui vont venir faire leur marché chez nous. C'est déjà le cas. On l'a déjà en matière agricole, hein, déjà, c'est des milliers d'hectares qui ont été... pas qu'en matière agricole, partout. Enfin, le foncier bâti. Quand on voit des marques comme les marques automobiles comme Volvo qui ont été vendues aux groupes chinois, qui ont été il n'y a pas que les Chinois. Hein. Bradés. Tout le monde, en fait. Et ce qu'on a mis des années à construire, en fait, est vendu à l'encan. Vendu, oui, bien sûr. Alors, on a un petit espoir quand même dans la période d'actualité. Ce sera dans nos annexes de livres. Hein, quand je disais qu'on range des livres sur les étagères, c'est que le président du PSG a été mis en examen, vous avez vu. Donc, en fait, le Qatar a dit qu'il allait arrêter ses investissements en France. Alors ça risque pas d'arriver parce que parlons-en du Qatar. Sarkozy, toujours lui, est vraiment à l'honneur lors de notre émission, a signé une convention fiscale avec le Qatar qui exonère les propriétés qataries, les propriétés immobilières qataries de tout impôt. Donc plus-value, impôts locaux, ils sont exonérés, que ce soit une détention directe ou indirecte, de tout impôt. Donc ils ne risquent pas de se désintéresser de la France. Hein. À moins que la convention soit dénoncée, je pense que non, la propriété qatarie en France a encore de beaux jours devant elle. Mais honnêtement, c'est de la véritable spoliation. Oui, mais vous pouvez aller la trouver, cette convention, elle est répertoriée dans l'administration française, hein, puisque c'est la confession fiscale de non-double imposition, ou je ne sais trop quoi. C'est la convention fiscale avec le Qatar signée par Sarkozy. Ça s'appelle du vol, en fait, non ? Bien sûr. Ça s'appelle de la trahison. Oui, ça pourrait s'appeler de la trahison. Oui, parce que les Français payent les impôts que les étrangers ne payent pas. Il faut bien comprendre que l'argent qui ne rentre pas par l'étranger doit être compensé par les locaux. Hein. C'est complètement hallucinant, en fait. Hein. C'est de la trahison. Enfin, je veux dire qu'à partir du moment où un peuple accepte ça, il n'y a pas de limite. Oui, il n'y a plus de limite. On l'a accepté, il faudra en payer les conséquences, c'est tout. C'est aussi simple que ça. La loi de causalité, les causes et les effets. Vous avez une cause, vous avez toujours des effets derrière. Et plus vous avez du mal à remonter à la vraie cause, plus vous ne pouvez pas sortir de l'ornière. Valérie, je ne voudrais pas qu'on finisse cette émission sur le mot trahison. C'est pourtant malheureusement... Vous avez un message d'espoir, vous qui êtes... Oui, parce que je pense que les Français sont en train de se réveiller et je pense que dans les 20 ans qui viennent, on aura touché le bas, touché le fond et on sera... 20 ans on aura commencé à remonter. Écoutez, regardez ce qui s'est passé au moment de la chute de l'Union soviétique.
La décennie 90-2000, ils ont touché le fond. Et maintenant, en 2020, ils sont à peu près remontés. Ils ne sont pas encore très hauts, mais ils ont quand même mis 20 ans. Vous voyez, donc c'est ça les durées. Hein. On ne va pas faire mieux que les autres. Hein. Il y a pas de... Mais de toute façon, il faut quand même toucher le fond avant de remonter. Donc là, il peut pas, tant qu'on n'a pas touché le fond, on ne peut pas remonter. Merci beaucoup, merci Valérie de votre présence, merci Michel. Voilà, une première présence féminine sur notre plateau. On était très heureux de cette émulation intellectuelle de nouveau. Très intéressant. Et donc nous allons conclure. Je voulais de nouveau vous remercier de nous suivre. Vous savez, dans ce vocable Internet où tout le monde finalement positionne des contenus de haute qualité, n'hésitez pas à liker cette émission, n'hésitez pas à la partager, hein, le sens du partage. Il faut que le message de cette corruption, la compréhension de cette corruption, et vous l'avez compris, qu'il y a des effets actuels, des effets conjoncturels, des effets politiques et des effets historiques soit soulignés. Une fois que l'on comprend un petit peu mieux ça. Vous me voyez souvent sourire, j'aime beaucoup plaisanter avec Michel, j'ai essayé de partager un peu d'humanité dans les questions avec Valérie parce que on retrouve de l'optimisme. Voilà. En fait, globalement, en maîtrisant la matière qui est autour de nous, on retrouve de l'optimisme et cet optimisme nous permet déjà de tenir dans la maudite tempête que nous traversons. Et autour de cette possibilité de tenir, il y a aussi la possibilité de se refaire, voilà. Et globalement, nous ne nous laisserons pas piétiner, envoyer par la vague, au tréfonds de notre position, de notre pays. Non, nous sommes des résistants, voilà. Donc, non seulement citoyens ou concitoyens éveillés et intelligents, mais aussi résistants. Voilà, résistants au vol, et on l'a bien compris. Merci Valérie, merci Michel. Merci. À très bientôt. Merci David. Merci beaucoup.